Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Je vous présente les gens qui m'accompagnent. À l'extrême droite, Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir Marie. M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun. M. Édouard Janisewski, maire de Dollard-des-Ormeaux. M. Francesco Miele, conseiller municipal de Montréal de l'arrondissement Saint-Laurent. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. À ma gauche, M. Marvin Rotran, conseiller de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, vice-président du conseil. M. Rotran devra d'ailleurs nous quitter assez rapidement pour d'autres obligations professionnelles. Oui, merci. J'aimerais juste expliquer aux gens présents que ça arrive très rarement, mais il y a un conflit entre la cédule de notre arrondissement et le STM ce soir. C'est le budget des conseils d'arrondissement qui commence à 18 h ce soir. J'ai une obligation d'être là. Pour des questions qui touchent le comité de service à la clientèle que je précède, M. Schnob est également membre, dont il peut répondre à toutes les questions qui touchent le travail de ce comité. C'est une absence motivée. Compréhension. Merci. Comme vous vous y rendrez en transport en commun, vous êtes certain d'arriver à l'heure. Alors, Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans, bonsoir. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Myland dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Et je vous présente Mme Danielle Porret, assistante secrétaire, qui fera la lecture des éléments à l'ordre du jour un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, comme à l'habitude, bonsoir M. Rotran, je vous dis quelques mots sur certaines choses qui se sont produites depuis notre dernière rencontre le mois dernier. D'abord, si vous voyagez sur la ligne orange, vous aurez constaté qu'officiellement la station Square Victoria au ACI est maintenant branchée. Donc, le réseau est maintenant disponible sur la ligne orange entre Square Victoria au ACI jusqu'à la station Sherbrooke. La ligne jaune est branchée en totalité et sur la ligne verte, on peut maintenant bénéficier du réseau cellulaire entre les stations Atwater et Berry-UQAM. Donc, le réseau continue à grandir et ça ne s'arrête pas là parce que ça continuera aussi à grandir au cours des prochains mois, des prochaines années, mais aussi surtout des prochains mois. Dans le cadre d'un colloque qui s'est déroulé il y a quelques jours, le colloque à pied, à vélo, qui s'est déroulé à Montréal, j'ai eu l'occasion de dresser un bilan du projet pilote de voie réservée sur la rue Villot. Donc, c'est une voie réservée partagée par les bus et les cyclistes. Après un an d'opération, on peut dire que le concept est fonctionnel et sécuritaire. Les cyclistes l'ont adopté, donc la voie réservée partagée est là pour rester. Et c'est tellement concluant que nous avons décidé de cibler 2 autres voies partagées, 2 autres projets pilotes, 2 autres concepts pour 2016, donc des axes qui seront identifiés sous peu et sur lesquels on pourra tester d'autres configurations de ces axes-là partagés par les cyclistes et les bus. Si vous voyagez aussi sur la ligne orange, vous passez peut-être à la station Beaubien qui a rouvert ses portes il y a quelques semaines et vous avez sûrement remarqué qu'il y a une nouvelle signalétique qui a fait son apparition, une signalétique qu'on va déployer graduellement dans les stations, dans 17 stations notamment d'ici 2020, des stations où on procède à des modes de rénovation qui, donc, de façon à réduire les coûts, on profite de rénovation pour améliorer la signalétique. C'est une conception graphique qui a été revue, complètement revue. L'information est plus claire, vous l'aurez remarqué certainement. Je pensais que vous la voyiez derrière moi, mais en tout cas, allez faire un tour à Beaubien, c'est très beau et puis on voit la différence immédiatement. Ceux qui, vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait montré à la station Berry la maquette de la voiture Azur pour que les gens puissent la visiter, puissent la commenter également. Eh bien, vous vous demandez peut-être ce qu'on a fait avec ça. C'est quand même gros à entreposer. Bien, elle est encore bien vivante et elle a été inaugurée, on l'a été donnée même au pavillon de formation de l'École nationale de police du Québec. Elle avait d'abord été au musée ferroviaire de Saint-Constant, mais l'Institut de police a été intéressé à se procurer la maquette pour qu'elle soit utilisée dans le cadre de la formation, notamment des inspecteurs de la STM. Elle est dans une salle de classe
Et ils ont profité de la construction de l'école de police, du pavillon de formation, pour intégrer la maquette. Alors, ils l'ont descendu avec une grue au sous-sol et ils ont construit la bâtisse par-dessus. Alors, si des jours ils décident de s'en débarrasser, ça ne passe pas dans la porte, ils devront la démanteler, mais c'est magnifique. On rentre là, puis si on se ferme les yeux un peu, on a l'impression d'être dans le métro, dans les nouvelles voitures Azur, d'ailleurs, que vous aurez l'occasion de l'emprunter prochainement. Et puis, le 10 septembre, on a lancé le passeport Montréal Culture qui permet aux visiteurs, si vous avez des amis qui viennent de l'extérieur, ils peuvent se procurer ce passeport-là qui leur donne accès, selon le choix qu'ils feront, des cartes de 24 heures ou de 72 heures, qui donnent un accès illimité aux activités culturelles et à des billets de spectacle, et évidemment aussi au transport en commun. Donc, on trouve ça en cliquant sur Transport Montréal Culture. C'est donc disponible depuis quelque temps. C'est très intéressant. C'est une offre intéressante, surtout évidemment pour les gens qui viennent nous visiter. Là-dessus, je fais comme le mois dernier, je cède la parole au directeur général, M. Tremblay, qui nous dit quelques mots sur certains enjeux auxquels la STM fait face de façon quotidienne, ou régulière en tout cas. Merci, Tremblay. Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Effectivement, comme je l'avais mentionné la dernière fois lors de ma première allocution, je vais choisir à l'occasion des thèmes là, où je vais avoir l'occasion de vous expliquer certains enjeux auxquels on fait face et surtout les solutions qu'on choisit pour être capable de régler les situations comme M. Schnom vient de le mentionner. Toujours évidemment dans l'objectif d'améliorer l'expérience client. On sait que c'est une priorité qu'on s'est donnée au comité de direction là, de toujours tenter d'améliorer l'expérience client. Un de ces enjeux-là auxquels on fait face, c'est le taux de charge qu'on observe sur la ligne orange dans le métro. On sait que la ligne orange, c'est la ligne qui est la plus longue du réseau. C'est aussi la ligne qui est la plus achalandée. Ce qui fait que régulièrement, en période de pointe AM et PM, notre clientèle, malheureusement, a de la difficulté à avoir accès aux voitures de métro du premier coup. Il y a beaucoup de difficultés à embarquer dans le train, que ce soit en période AM ou période PM. Ce qui n'aide pas en plus la situation, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'ajouter des trains supplémentaires. On sait qu'on est à pleine capacité depuis un certain temps. On attend évidemment nos nouvelles voitures de métro qui vont arriver. Les voitures Azur, qui sont toujours prévues d'ailleurs d'arriver pour janvier 2016. On est bien confiant qu'on va être à temps de ce côté-là. Donc, les nouvelles voitures vont permettre d'ajouter des trains dans un premier temps, mais d'avoir de la capacité supplémentaire. Mais d'ici là, d'ici janvier, notre clientèle est aux prises avec des enjeux de pouvoir rentrer dans les trains facilement. Et ce qu'on a fait dans le passé, c'est qu'on avait réussi à mettre du service bus de façon plus régulière en surface pour décharger la ligne orange. Mais vous savez qu'actuellement, avec toute la congestion routière qu'on vit à Montréal, ce moyen-là palliatif qui avait été mis en place est moins efficace que par le passé. Alors, l'équipe du réseau du métro, chez nous, s'est penchée sur la problématique, à voir qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que les voitures Azur arrivent, donc d'ici le mois de janvier, et sans nécessairement pouvoir ajouter de train, mais ils ont revu complètement le déploiement des voitures sur le réseau dans son entier et revu leur façon de faire. Et ça a permis au mois de septembre, avec la rentrée, de pouvoir ajouter un 35e train sur la ligne orange, sans évidemment enlever des problématiques, sans créer des ajouts de taux de charge ailleurs sur le réseau. Donc, ce qu'on observe après un mois, c'est que vous allez me dire un mois, c'est quand même pas beaucoup comme échantillon, mais malgré tout, après un mois, nos statistiques nous montrent que le taux de charge a baissé de façon significative sur la ligne orange, sans pour autant, comme je le disais tout à l'heure, augmenter sur les autres lignes du métro. Donc, en bout de ligne, c'est une bonne nouvelle. On va suivre ça de près. On va s'assurer que notre clientèle perçoit l'amélioration au même titre que les chiffres nous le donnent. C'est quand même juste un mois pour l'expérience, mais on va s'assurer de conserver ça jusqu'à temps que nos nouvelles voitures arrivent là, au mois de janvier. Ça va permettre de désengorger la ligne orange en attendant. C'est la preuve que quand on se remet en question un petit peu, puis on essaye toujours de trouver des solutions dans le respect de nos contraintes, on y arrive. Et à ce titre-là, je tiens à souligner le travail de l'équipe du réseau du métro, qui est sous la supervision de M. Poisson, qui est ici à l'avant, pour l'initiative et surtout la créativité qui a été mise en place pour être en mesure de pallier à cette problématique-là, en espérant que la clientèle va y trouver son compte et que ça va mettre un petit baume en attendant que nos nouvelles voitures de métro soient parmi nous en janvier 2016, je le répète. Alors, merci, M. Tremblay, et puis bravo effectivement à toute l'équipe qui a contribué à rendre ça possible. Alors, on va passer maintenant à la période de questions du public. J'invite Mme Hélène Michel Angelina. Bonsoir, Madame. Merci. Le 21 mai 2015,
J'étais dans un minibus avec le chauffeur de transport adapté. Alors, il m'a menti en disant qu'il est en train de faire une pétition pour le transport adapté. Alors, il m'a présenté un calepin sur lequel j'ai écrit toutes mes coordonnées, mon nom au complet, mon code du transport adapté, mon adresse, mon téléphone et la signature. Alors, et puis j'étais en train d'aller dans un jardin pour acheter des fleurs. En retournant, je demandais au chauffeur qui va me retourner de lui signer avant de m'asseoir. Il m'a dit, Madame, signez quoi? Je lui ai dit, il y a une pétition. Il m'a dit, je n'ai rien entendu parler de ça. C'est mieux de contacter le transport adapté. Alors, le lendemain, j'ai contacté le transport adapté pour demander une information. Est-ce qu'ils sont en train de faire une pétition? Et l'employé m'a dit, Madame, non, j'allais rapporter votre histoire au préviseur. Alors, c'était la longue semaine des fêtes. Mhm. Elle m'a dit, on va vous contacter après le mardi prochain. J'ai dit oui. Entre-temps, j'ai dû contacter les banques pour les aviser. Mhm. J'ai envoyé une plainte à minuit le samedi à la police du quartier. Et j'ai contacté le 911 le dimanche. J'étais hors de moi parce que j'ai peur qu'on utilise mes coordonnées pour fabriquer un passeport ou quelque chose en dehors du Canada. Mhm. Alors, j'ai été affolée, puis j'ai été au département des passeports du Canada et j'ai changé mon passeport. Bref, j'ai envoyé une plainte à RUTA Montréal, qui a envoyé la plainte. Ma plainte est arrivée au RUTA Montréal le 4 juin 2015 Mhm. et la dame l'avait envoyée au transport adapté. Et puis, on a eu de pourparlers et tout ça, mais je n'ai pas eu une réponse écrite. Mais vous avez été en contact néanmoins téléphonique avec le Oui. transport adapté. Madame Bédard m'a contactée. Et elle m'a dit, quelle est votre histoire? Je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, c'est un chauffeur imbécile qui a fait une pétition pour un travail. Alors, le lendemain, elle m'a donné son téléphone personnel. Le lendemain, je lui ai téléphoné, elle n'était pas là, je lui ai laissé un message. Je lui ai dit, Madame Bédard, le transport adapté, je pense qu'il fait bien de m'envoyer une lettre d'excuse dans laquelle il m'envoie les coordonnées du chauffeur qui a pris les miennes, une photocopie du calepin où j'ai écrit toutes mes coordonnées et le nom de la compagnie pour laquelle vous dites il va faire une pétition. Ouais. Alors, Bon, vous n'avez pas eu de suivi de ce côté-là, si je comprends bien. jusqu'à maintenant, Non. je n'ai pas Alors, vous pas avez reçu. néanmoins bien fait de sonner l'alarme parce que ce n'est pas normal que ce soit passé. Maintenant, peut-être que je pourrais demander à M. Mario Gagnon, qui est directeur du transport adapté, de vous indiquer où on en est dans le dossier, là, s'il est au courant du dossier. Oui, bonjour. Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Merci beaucoup de vous présenter ce soir et merci beaucoup d'avoir rapporté le fait. Juste faire une petite correction pour l'Assemblée, les membres du Conseil. On parle de minibus, mais c'était bien un taxi adapté. taxi, OK. C'est un Important de faire la adapté. nuance. Et je suis très au fait de la situation. Effectivement, c'était un taxi adapté qui voulait renouveler son permis restreint. Tout a été corrigé. On a effectivement avisé qui de droit pour que ce genre de choses-là ne se reproduise plus. Par rapport à la plainte, je sais que mes gestionnaires vous ont parlé, je sais que mes gestionnaires vous ont... là, je comprends aujourd'hui que ce n'est pas à votre goût, ce n'est pas satisfaisant en termes de suivi, parce que vous vouliez qu'on vous écrive, c'est ça? Moi, ma question est la suivante. Est-ce que j'ai le droit de recevoir une réponse écrite du transport adapté dans le délai de 30 jours qui sont mentionnés dans la pratique des références, dans le guide des références et des pratiques du transport adapté au Québec? C'est ça ma question. Est-ce que j'ai le droit de recevoir une réponse à ma plainte écrite? L'engagement qu'on donne, c'est qu'on fasse un suivi sur tous les plaintes et on le fait. La preuve, si un gestionnaire vous a appelé, là, je comprends que vous vouliez quelque chose d'écrit. Je vais voir avec mon équipe ce qu'on peut faire. Mais ce qu'on peut confirmer aujourd'hui, c'est qu'on vous a rappelé, on vous a confirmé, puis on vous a effectivement dit que le chauffeur de taxi en question avait été rencontré. Moi, j'ai besoin d'une réponse écrite, quel que soit le véridique. OK. Bon, je pense que, Pour monsieur, moi, après sécurité. l'Assemblée, je vous suggère peut-être de Oui, c'est vous asseoir avec M. Gagnon, puis vous pourrez peut-être discuter de façon plus efficace là, pour savoir exactement
ce dont vous avez besoin, puis quelles sont les limites de ce qu'on peut faire de notre côté. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir porté ça à notre attention. Merci. Monsieur Khalid Fensab. C'est vous? Je l'ai bien prononcé. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il me fait toujours un agréable plaisir pour vous remercier du transport adapté surtout. La dernière fois, dans ma contribution, j'ai parlé un petit peu de CIRTA, l'application de réservation en ligne. Et depuis ce temps-là, c'était en mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je tiens à féliciter l'équipe qui est derrière tout ça. J'ai aussi posé une question sur le jumelage de 2 motorisés ou d'un motorisé avec une chaise roulante de grande taille dans un minivan partenaire de la STM. C'est toujours le cas. Donc, c'est toujours le cas. Il faut descendre, ça fait une perte de temps. J'aimerais, par exemple, si c'est possible, chaque usager du transport adapté, parce que la question se pose au niveau du minivan accessible. Donc, chaque usager de la STM transport adapté, dans sa fiche, on pourrait, par exemple, mettre les spécifications de son motorisé ou de chasseuse manuelle, comme ça, avec la hauteur, la largeur, et voir les possibilités de jumelage. Comme ça, ça va éviter, parce que parfois, on est devant le fait accompli. Le chauffeur, il est obligé d'accepter le voyage, et nous, on est obligé, on le fait par... Écoutez, je vais laisser M. Gagnon nous expliquer le processus. Je pense que ça se fait déjà, là, mais oui, peut-être qu'il y a des limites à un moment donné. Merci beaucoup, effectivement. On va prendre le compliment pour CIRTA. C'est grâce à des commentaires comme vous, effectivement, qu'on peut améliorer nos processus et des logiciels comme CIRTA. Pour ce qui est des jumelages en taxi accessible et même dans les minibus, vous avez tout à fait raison. C'est important pour nous d'avoir dans le dossier la bonne dimension de l'aide à la mobilité. Lorsqu'on admet le client, effectivement, on a cette information-là quand le client nous la donne de façon très précise. Malheureusement, il arrive que le client va, ou heureusement pour le client, il va changer d'aide à la mobilité. Mais dans ce cas-là, nous, on n'est pas au courant. Alors, on insiste et on revient auprès des clients chaque année dans le peu de communication qu'on fait au niveau de... Lorsqu'on est en mesure de rejoindre les clients, on insiste pour le faire de nous appeler lorsqu'il y a des modifications d'aide à la mobilité pour qu'on puisse les mettre à jour dans le système, pour qu'on soit en mesure de faire des jumelages qui sont adéquats. Mais si le client ne nous appelle pas, on n'est pas en mesure de savoir, nous, à moins d'avoir des commentaires, comme on a eu la dernière fois, parce qu'on est en mesure de constater, d'envoyer un chef d'opération et pour être en mesure de constater, remesurer l'aide à mobilité, puis voir effectivement que ça ne pouvait pas rentrer. D'où l'importance du client. Il faut absolument qu'il nous mette au courant de son aide à mobilité. On a au-dessus de 26 000 clients. C'est sûr qu'on ne peut pas les faire. C'est un effort collectif. Oui. Hein? Oui. Il y a autre chose? Juste pour un petit peu aider la chose, par exemple, dans l'interface de CIRTA, il y a une interface. On pourrait l'utiliser comme un moyen de communication. Quand tu ouvres ton application, il y a un espace, par exemple, on peut faire des félicitations, annoncer des ruptures et tout. Pourquoi pas on lance un message de sensibilisation à tout usager du transport adapté, comme quoi il faut actualiser son dossier et donner des références par un spécialiste, un physiatre, comme quoi son motorisé à telle ou telle dimension et il faut prendre ça en considération. C'est une bonne suggestion. Évidemment, il y a des clients qui n'utilisent pas le système informatique. On peut peut-être le rajouter dans le message d'attente en attente, là, de rappeler aux gens de le faire peut-être. Merci beaucoup de ces suggestions-là en considération. Ma question d'aujourd'hui concerne la question de sécurité des usagers de la STM. Je parle en général. Donc, si je commence par les ceintures de sécurité, dans les minivans accessibles, dans les minibus, on a ce qu'on appelle une ceinture de sécurité ventrale à 2 points, une ici et une ici. Si on suppose, par exemple, je vous mets une image, 2 motorisés qui sont dans un minivan accessible. Donc, il est obligé de faire pousser le client au maximum pour faire entrer l'autre. Donc,
La ceinture ventrale, ça a été confirmé dans le monde entier qu'il ne protège pas le client. Il ne le protège pas. Il y a beaucoup d'accidents qui ont été signalés au sein de la STM, juste un petit frein, donc, et le client, il est projeté. J'ai fait des recherches, je vous donne quelques informations qui sont vraiment pertinentes dans ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la STM pense à ce point-là, je parle à tout le monde, et adopter une stratégie qui fait en sorte que le port de ceinture de sécurité à 3 points, les deux ventrales ici et une épaulière, c'est le seul système qui est capable de protéger l'usager, soit une culture qui soit véhiculée. Trouver les partenaires, trouver les instituts de réadaptation, mais c'est très important parce que même si on est attaché, l'attelage du motorisé dans le minivan, quand il y a un frein à 50 km, le motorisé, il devient un projectile. Il est plus fort que le van. Donc, on est projeté avec notre motorisé. Dans le cas où c'est un motorisé qui n'est pas, par exemple, quelqu'un qui se déplace, il est attaché et tout, le motorisé, s'il n'est pas bien attelé, il peut être projeté. Donc, la ceinture de sécurité à 3 points est la seule mesure qui est capable d'assurer la protection des usagers des transports adaptés, que ce soit dans les minivans accessibles de l'industrie des taxis, des compagnies partenaires, que ce soit dans le minibus, c'est la même chose. L'expérience des chauffeurs de la STM et des chauffeurs de l'industrie des taxis, ils prouvent, ils ne le disent que cette ceinture ventrale, ils ne sécurisent pas à 100%. L'autre point, c'est que dans les bus, il y a une seule place adaptée, accessible pour une chaise roulante ou un motorisé. Le système qui a été fait, tout d'abord, je remercie d'avoir pensé à nous, comme quoi on a droit de monter dans les bus et tout. Mais comment ça fonctionne? Je dois entrer et je dois mettre mon dos, le dos de mon motorisé, contre un support et mettre mes breaks. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça a été prouvé. Il y a plein d'études qui ont dit ça. Ce qu'il faut faire, c'est penser à un système de ceinture de sécurité, la même chose, et que les chauffeurs imposent à la personne de s'attacher. Parce que j'ai consulté beaucoup d'usagers, des amis. Il y en a un qui a eu un accident, il y en a des cas de décès, il y en a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est que vous êtes, en tant que conseil d'administration, vous êtes informés comme quoi les ceintures de sécurité ventrale qui attachent les personnes handicapées à 2 points ne sont pas sécurisées à 100%. Il y a plein de risques pour que l'usager ou le client prend un accident. Ce qu'il faut faire, c'est opter pour des ceintures de sécurité à 3 points. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne un scénario. Oui, mais je vous demanderais d'accélérer un peu parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Je pense que vous avez bien exprimé votre point de vue là-dessus. On l'a entendu. Et je pourrais demander qu'on m'explique quelles seraient les conséquences d'implanter ce type de mesure-là. Mais je vous assure qu'on va demander de nous présenter une analyse de ça. Oui, pour la sécurité de tout le monde, je crois que c'est un point prioritaire qu'il faut privilégier et qui va nous rendre, nous, en tant qu'usagers, plus en sécurité. Parce qu'il m'est arrivé personnellement, à plusieurs reprises, le chauffeur, il met sa main pour me protéger. Parce que c'est tellement... Parce que je suis une personne handicapée, j'utilise le service, donc c'est ma vie qui est en jeu. J'aimerais, par exemple, qu'il y a une étude approfondie pour pouvoir... On va faire un suivi, je vous l'assure. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Noureddine Kimili, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est dommage que les gens ici viennent pour plaider une cause peut-être collective. Moi, je suis venu pour une cause individuelle. Mais c'est parce que depuis 2 ans ou plus, là, depuis que j'ai troqué ma voiture avec le transport, là, je
je viens à Calvaire avec l'autobus 85. Les 85. plaintes, le 85, celui du matin, celui du soir, là, on s'en fout si on rentre en retard, c'est pas grave. Mais on a eu toutes sortes de conséquences, des retards, des coupures de salaire. Je ne suis pas le seul, mon fils, chaque semaine, il y a une retenue. Alors, moi, j'ai tout essayé. Les plaintes, là, rentrez votre numéro de téléphone dans votre système, le service de plainte, il y en a en masse, depuis 2 ans et demi ou plus. Je suis rendu au bout du système, j'ai été mis en contact avec le superviseur, soi-disant, qui s'occupe des autobus, à savoir M. Boulifa. J'ai son numéro direct. On a surveillé ensemble l'autobus le matin, et puis ça a été confirmé que le problème, ce n'est pas le retard. Le retard, maintenant, on est content que l'autobus est en retard. Mais l'autobus ne passe pas du tout. Puis c'est un autobus à une fréquence d'une demi-heure. Il faut attendre encore une demi-heure. Le monsieur, au bout de la ligne, il m'a dit, moi, je ne peux rien faire. Et quand c'est une réponse d'un responsable comme ça, mais là, on ne sait pas quoi faire. Là. Vous le prenez à quelle heure, l'autobus? Le matin, à 7h30, 7h32, 7h30. Il n'arrive jamais à l'heure. Quand il part. Voilà. Et là, je n'ai pas fini. Là. Je me suis rabattu sur les... Je posais des questions au chauffeur d'autobus. Il m'a répondu que nous, on suit les consignes. Parfois, à la station métro, moi je suis à Anjou, la station métro Honoré-Beaugrand, le dispatcher ou le répartiteur, il annule le circuit, va faire tel circuit, puis nous, on n'est pas au courant. On nous a toujours promis qu'en 2015, il va y avoir les bus, ça veut dire qu'on sera informé, mais ça n'a jamais été fait. Mais ça s'en vient. Mais pendant ce temps, on paye. Je vous ai rencontré personnellement fin mars. Votre conseiller était avec vous à la station métro Beaubien. Vous m'avez promis que ça va être réglé. J'ai tout expliqué, j'ai exposé. On m'a promis qu'on le prendra en note et qu'on vous répondrait. Là, mais oui, mais comme d'habitude, c'est des réponses évasives, c'est des réponses élastiques. On vous a répondu néanmoins? Oui, on m'a répondu ça veut dire que depuis 2 ans, on me donne la même réponse. Le trafic, c'est depuis 30 ans, le trafic, c'est le même. Ben, ça s'est quand même détérioré avec les travaux routiers. Oui, maintenant, c'est devenu pire. Ça veut dire qu'un autobus qui ne passe pas, un jour, on m'a proposé, pendant ces 2 ans-là, on m'a dit, bon, écoutez, vous avez une coupure de salaire, faites une plainte, il y a le service, je ne sais pas quoi, là. J'ai présenté une plainte avec tous les arguments, les documents. On s'est moqué de moi, on m'a envoyé un ticket de passage. Maintenant, je suis au bout, là. Le mois de septembre, je surveille l'autobus. Tout le mois de septembre, le matin, c'était un retard de 10 minutes et parfois, il ne passe pas. Moi, je ne sais pas quoi faire. Alors, si ça va continuer comme ça. Maintenant, le retard, on est content que l'autobus soit en retard. Mais il n'arrive pas. Ben, on fait quoi? On a subi et on subit. Mon fils a... Des choses qui ne disparaîtront pas. C'est intéressant. Moi, l'Est de la ville, moi, je suis né là. Juste à l'Est d'Honoré-Beaugrand, j'ai passé 35 ans de ma vie là. Et je peux vous dire que malheureusement, la congestion routière, il y en a plus qu'il y en avait à l'époque. Ce n'est pas une excuse, encore une fois, c'est une explication. Et elle ne disparaîtra pas compte tenu de ce qui se passe actuellement dans la grande région de Montréal. Il y a 400 chantiers sur le réseau de Montréal, donc on est aux prises avec ça. Ceci étant dit, ce qu'on va faire, on va quand même regarder, parce que quand on prend des décisions pour faire en sorte qu'on doit couper du service tous les matins parce qu'on est aux prises avec ces problématiques-là, on peut quand même regarder l'historique de la 85 pour voir qu'est-ce qui peut arriver, puis essayer le moins possible, comme on dit en bon québécois, de vous donner un break un peu, puis s'assurer de livrer le service le plus possible en fonction de ce qui est planifié. Parce que, je vous le répète, ce n'est pas volontairement qu'on fait ça, on est aux prises avec des problématiques, et je comprends que vous n'avez pas à payer pour ça. Donc, on va au moins regarder l'historique de la 85 dans le mois de septembre, que vous avez dit, vous l'avez regardé de façon assidue. On va passer à travers ça, puis on va vous revenir. Non, regardez, là, sincèrement, là, je ne suis pas convaincu. Parce que des réponses comme ça, ça fait 2 ans. Regardez les plaintes, là, je peux vous sortir des piles. Des réponses comme ça, j'en ai eu. Donc, moi, là, je suis venu à la dernière plainte, on m'a dit, écoutez, adressez-vous au conseil d'administration, ils vont vous donner une réponse sûre. Maintenant, si vous me dites la réponse qu'on peut vous donner aujourd'hui, ce soir, en ce moment, compte tenu de l'information qu'on a là, ici, c'est ça. On va demander qu'on nous l'explique, qu'est-ce qui se passe avec la 85. Est-ce que, pour une raison ou pour une autre, quand il faut retirer un bus du service parce qu'il manque de bus ou qu'un chauffeur ne s'est pas présenté ou qu'il y a trop de circulation, est-ce que c'est malheureusement la 85 qui est toujours choisie
ciblé, ce serait malheureux, mais si c'est la réalité, on va nous demander d'avoir un portrait réaliste. Puis ça ne prendra pas 6 mois pour avoir ça. C'est assez rapide, c'est assez simple à faire. Et puis on pourra vous dire précisément si vous avez malheureusement pris le bus qui était toujours ciblé par les retraits de service quand c'est nécessaire. Là. Mais bon, il doit y avoir des jours où le bus passe, je comprends bien, mais ce n'est pas 100% du temps. Donc on va essayer c'est de du pif, vérifier. là, c'est du hasard. On attend. Bon. Cela dit, avec Ibus, vous aurez une information plus précise. C'est vrai, ça s'en vient, ça va s'implanter dans l'Est plutôt vers le milieu de 2016, si je ne me trompe pas. Mais ça va arriver. Si vous voyez déjà dans les bus, il y a déjà des boîtes grises à gauche, puis vous voyez déjà dans certains autobus, là, même la majorité, l'écran est déjà installé. Donc, c'est vrai, là, vous pouvez y toucher, ça s'en vient. C'est juste pour activer encore des ajustements à faire. Mais ça va grandement améliorer la situation parce que vous allez au moins savoir, avant de vous présenter, à quelle heure précisément le bus va passer. Ça va améliorer les choses. Oui, j'achève avec ça. Merci d'avoir répondu, mais j'achève avec ça. Est-ce que quand on me dit, moi, là, je ne comprends pas un autobus qui ne passe pas? Bien, c'est ce que j'attends. C'est ce que M. Tremblay vient de vous expliquer, là. Ça va continuer il comme arrive ça. Il arrive le matin que le chauffeur arrive, l'autobus est en train d'être réparé sur les vérins, il ne peut pas partir. Il arrive d'autres matins où l'autobus est dans le garage, puis le chauffeur ne se présente pas pour toutes sortes de raisons valables. Et le chauffeur est malade, puis c'est juste le temps qu'il soit remplacé, je prends d'autres autobus, oui, moi. mais comme ce qu'on vous dit, c'est que si ça tombe toujours sur la 85, c'est pas un hasard. C'est un mauvais hasard, et on va s'assurer qu'on adresse la situation et qu'on essaie de la rétablir. Alors, on va vous revenir assez rapidement. Donc, j'espère avoir une réponse ce soir. Vous allez en avoir une. Quand on me dit qu'il ne passera pas, là, je vais arrêter de prendre l'autobus. On va y voir rapidement. Merci. Merci, bonsoir. Maintenant, M. Nicolas Zogby. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président, membre du Conseil et le public. Moi, ma question concerne, dans le fond, tout ce qui est cocktail, vélo, métro. Dans le fond, là, on voit de plus en plus l'importance du vélo qui fait partie des solutions de mobilité à Montréal. On a aussi, on est chanceux d'avoir le système de métro qu'on a ici à Montréal. Mais on voit que quand on combine les deux ensemble, on peut faire avancer les choses beaucoup plus facilement. On peut, dans le fond, se déplacer beaucoup plus facilement. On a toujours tendance à penser qu'un vélo, ça prend beaucoup de place dans le métro. Ce qu'on oublie des fois, c'est que quelqu'un qui se déplace en vélo, métro, vélo, dans le fond, il prend juste peut-être le métro une fois, au lieu de prendre l'autobus, ensuite le métro, puis ensuite censé prendre l'autobus. Donc, on peut dire que ça libère un siège sur un autobus à quelque part. On peut argumenter ça. Allez-y, parce qu'on peut même prendre le vélo dans le métro. J'ai hâte de voir ma question, mais dans le fond, ici, il y a comme deux sous-questions, si je peux. La première, c'est, dans le fond, j'ai compté cette année 29 journées avec des interdictions totales ou partielles à cause soit d'un festival, d'un spectacle quelconque. Donc, interdiction de voyager avec le vélo. Donc, j'aimerais savoir si, je ne sais pas si c'est un nombre qui augmente d'année en année, ça, je ne sais pas par contre. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose, si la CMP a considéré un petit peu pas nécessairement de diminuer un petit peu le nombre d'interdictions dans les festivals, etc. Peut-être, mettons, au lieu de faire une interdiction totale pour les feux d'artifice, que ce soit juste, mettons, centre de ville, ligne jaune, etc., ou, tu sais, de rapetisser la plage à l'air un petit peu. Puis ma deuxième sous-question, c'est plus... surtout, mettons, en contresens à l'heure de pointe, que ce soit à tous les jours, mais plus l'hiver, parce qu'on parle, il y a moins de vélos l'hiver. Puis, il y a des gens qui travaillent à Longueuil, par exemple, qui ne peuvent pas s'y rendre en vélo. Donc, ils doivent prendre le métro. Puis, le système d'autobus à Longueuil, c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes fait à considérer un petit peu atténuer ou de diminuer un petit peu les interdictions. Écoutez, évidemment, ces choix-là, ils sont faits en fonction de normes de sécurité. Vous savez, quand il y a beaucoup de monde dans le métro, si vous n'êtes pas à vélo, vous constatez qu'un vélo, ça ne rentre pas. Là. Ça peut être dangereux. Et ensuite, en termes de gestion de foule, s'il y a un vélo, ça peut devenir un encombrement puis qui peut avoir des impacts. Alors, quand on décide, quand les gens qui s'occupent de ces choses-là décident qu'on interdit les vélos, c'est pas pour embêter qui que ce soit, c'est pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre. Est-ce qu'il y a des jours où on y va peut-être avec des grands moyens alors qu'on pourrait être plus souple? Je l'ignore. Peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander qu'on nous fasse une description de ces journées-là,
la séquence des événements qui fait qu'on choisit qu'une journée, on interdira les vélos. Quant à aller dans le sens contraire de la charge, on peut peut-être juste le prendre en considération, mais toujours avec les mêmes principes, à savoir est-ce que ça peut poser des risques. Et puis là, ça devient peut-être complexe là, de dire aux gens, non, vous êtes dans le sens contraire de la charge. Ça peut être peut-être à certains moments, sur certaines lignes, la charge, elle va dans les deux, elle va dans les deux directions aussi. Donc, ça pourrait peut-être être plus complexe à appliquer qu'une interdiction formelle aux heures de pointe qui est assez simple. Les heures sont précises et puis là, il n'y a pas de discussion. Alors, il faut peut-être évaluer tout ça, mais on va quand même demander qu'on nous explique ça. Puis on a vos coordonnées, on pourra vous répondre de cette manière. C'est juste une petite suggestion, par exemple. Peut-être que ça serait une bonne idée de faire un projet pilote. Commencer, mettons, par exemple, je lance ça comme ça, Jean Talon, Montmorency, en contre-pointe, parce que c'est une bonne distance. Puis c'est quand même à l'extérieur un petit peu du centre-ville, comme pour permettre les vélos en contre-sens matin vers Montmorency et vice-versa. Écoutez, on ne dit pas non en commençant, on dit on va évaluer tout ça, puis on verra, puis on communiquera avec vous pour vous dire si c'est une idée qui pourrait être retenue, et on vous préviendra si elle l'est. Oui, merci. Au revoir. Monsieur Keyan Ravanchid. Bonsoir. Bonsoir. Parfait. Donc, bonsoir. Je représente l'association étudiante du Cégep Marianapolis ainsi que le Cégep Marianapolis. Si vous ne le connaissez pas, c'est vers NDG Westmount. Donc, ma question porte essentiellement sur la possibilité de mettre en place une borne de recharge de carte puce à l'intérieur du collège. Et d'après les informations qui m'ont été présentées par notre conseil, ça existe aussi déjà dans certains autres cégeps. Je n'ai pas pu avoir la confirmation. Vous dire une boîte DAT, là, un endroit où on recharge si on peut recharger sa carte? Oui, comme apparemment le collège Brébeuf, mais on n'a pas pu avoir dans les délais courts. On a juste décidé de... mais j'ai une solution beaucoup plus simple pour vous. OK. Ça coûte 14,96. OK. Et étant donné que l'hiver approche à grands pas, malheureusement, ce nouveau service de recharger le puce à l'intérieur, ça serait vraiment très utile pour nos étudiants. Et puis, on a déjà un autobus express, la 124 express, donc ça contribuera vraiment à la relation déjà qu'on a. Écoutez, vous avez peut-être entendu parler d'un outil qu'on a lancé cet été qui s'appelle Opus en ligne. Oui. C'est un lecteur USB qui permet de recharger justement sa carte à distance. Pour le moment, on peut recharger les titres mensuels et hebdomadaires, les titres à tarif réduit aussi, maintenant, les titres à tarif réduit. Et un petit peu plus tard, d'ici la fin de l'année, probablement, on pourra recharger aussi les lisières de 10 billets et les titres unitaires. Alors ça, c'est un outil qui, vous pourriez en acquérir un, l'avoir dans le local de l'association étudiante, puis tout le monde pourrait venir recharger sa carte au local. Si vous demandez qu'on installe une boîte de recharge comme on a dans les stations de métro, je peux vous dire oui, puis vous l'aurez dans 5 ans. Vous ne serez plus dans l'institution, parce que c'est des investissements majeurs. Puis alors que là, on a un outil que vous pourriez commander ce soir et vous l'auriez d'ici le début de la semaine prochaine. Vous pourriez, dès la semaine prochaine, dire aux élèves, « Hey, on en a un, venez recharger. » Je vous encourage à le faire, ceux qui le font, là. Ils peuvent recharger leur carte Opus tranquillement en prenant un café, plutôt que de faire la file au début du mois. Alors, c'est une suggestion que je peux vous faire. OK, parfait. La seule affaire, ce serait, est-ce que vous connaissez des machines, par exemple, au Pharmaprix? Ces machines-là, au Pharmaprix, on peut là où on peut acheter, oui. Ces machines-là, est-ce que ça serait aussi une option, étant donné que ce qu'on vous propose, c'est beaucoup plus simple, parce que là, c'est l'étudiant lui-même. La transaction, elle est sécurisée sur le site web, opusenligne.ca. Comme je vous dis, si vous avez un local d'étudiants, avez-vous un ordinateur dans le local? Alors, vous pourriez dire aux élèves de venir dans le local recharger leur carte et puis vous feriez beaucoup d'heureux. OK. Merci. Est-ce que, cependant, si on a d'autres questions, est-ce qu'il y a une personne, des coordonnées de contact qu'on pourrait avoir plus directement pour accélérer le processus de contact? En fait, si vous communiquez avec notre service à la clientèle, on va vous référer aux bonnes personnes pendant les questions que vous allez avoir pour nous à ce moment-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est opusenligne.ca. Je fais de la publicité aussi pour les gens qui nous regardent, qui sont à leur ordinateur et qui pourraient le faire en nous écoutant.
Alors, M. Zachary Wagman. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous les membres du conseil. Je voulais juste dire avant tout, félicitations pour les nouvelles pancartes que vous avez dans le métro, que vous allez installer. J'ai vu le vidéo YouTube, c'est vraiment incroyable. Bien, bravo à toute l'équipe qui a conçu, Oui, ça. C'est un exactement. travail minutieux. Mon nom est Zach, je suis étudiant au Collège d'Austin ici à Montréal. Je vais juste lire un petit extrait du site web de la STM regardant les tarifs pour les étudiants. Juste un instant. Alors, pour bénéficier, comme vous savez, le tarif ordinaire, c'est 3,25. Pour les étudiants, 2,25. Pour bénéficier du tarif réduit, vous devez posséder la carte OPUS enregistrée avec la photo. Seul le passage à tarif réduit pour un enfant de 6 à 11 ans peut être acheté directement dans le bus. Alors, mon question, c'est quelque chose qui est demandé assez souvent à notre école. Pour inscrire un mot étudiant juste ici sur la carte OPUS pour que si on embarque dans un autobus, qu'on puisse prendre ces tarifs étudiants et bénéficier de cela. Mais le fait d'avoir une photo n'atteste pas que c'est une carte d'étudiant? Oui, mais... Identifié. Ah oui. Ah, Juste que ça dit le mot il y étudiant. il y a deux clientèles qui ont leur photo. Oui. Les personnes de 65 ans et plus, ce qui n'est pas votre cas vraisemblablement. Oui. Et autrement, si la personne a une photo sur sa carte, je présume qu'on présume que c'est quelqu'un, que c'est un étudiant, une étudiante, OK. et qui a accès parce qu'il est étudiante au tarif réduit, parce qu'il faut être à temps plein également. Vous savez, il y a eu un projet qu'on a fait avec Concordia Oui, j'ai vu ça, oui. qu'on aimerait bien pouvoir étendre à d'autres Oui, institutions j'aimerais ça. également. Mais quant à savoir si on peut rajouter, je pense que Madame, est-ce que Linda veut répondre? Linda Lebrun, qui, à travers ses nombreux titres, s'occupe de vente et perception aussi. Donc, la carte étudiant pour les étudiants qui ont 12 ans à 18 ans, pour avoir accès au tarif, il faut que le ticket unitaire soit sur la carte opus. Okay. Et donc, c'est pas une perception visuelle qu'on fait. Donc, le chauffeur, il ne regardera pas si c'est marqué étudiant sur la carte. C'est vraiment le jeton ou le titre unitaire qui est inséré sur la puce qui permet de valider dans l'autobus. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, que ça soit écrit étudiant, il y a une photo sur la carte qui, elle, et ton titre réduit peut être inscrit sur la carte à ce moment-là. OK, bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur Claude Casadi. Bonsoir. Bonsoir, je suis Claude Casadi, administrateur directeur général du site d'information sans tambour mille trompettes. Au cours de l'assemblée du 4 février, je pense avoir annoncé le lancement du GPS, qu'on appelle Guide pour personnes circulant en express dans le métro de Montréal. Et là, c'est une application en fait qu'on vient de terminer. Donc, il sera facilement pour tout passager du métro de Montréal de prendre place dans le métro, dans une voiture donnée, et de savoir toujours descendre, soit devant l'escalier, devant l'escalator, devant l'ascenseur ou devant un couloir. Donc, ça sera une possibilité pour des passagers comme les professionnels, donc les travailleurs, les étudiants, les écoliers. Donc, cela sans pour autant perturber la circulation à l'intérieur des infrastructures de la STM. Donc, si vous voulez bien, je crois à la prochaine réunion, on peut faire une démonstration parce que l'application est déjà avec moi ici. Donc, avec votre autorisation. On pourra voir, mais vous nous laisserez quand même les coordonnées. C'est GP, comment ça s'appelle? GPX, guide. GPX, OK. Bon, j'irai voir ça, puis je vous enverrai un mot pour vous dire ce que j'en pense. OK, merci beaucoup. Merci. Alors, ça met fin à la période de questions du public. On passe maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 2 et 10 septembre 2015. Je propose. Et je les appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 3.
3.1. Exercer les options de renouvellement du contrat adjugé à Michelin Amérique du Nord pour la fourniture de pneus radio pour autobus urbains. Je propose. J'appuie. L'article 3.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Octroyer un contrat de support d'entretien et de mise à niveau du logiciel Pro 4 à Pro 4 Technologies. 4.2. Adjuger un contrat de construction à Célèbre Construction pour l'aménagement du secteur lavage au bâtiment transitoire. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1 et 4.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel adjugé à SPB Psychologie organisationnelle pour l'évaluation du potentiel. 5.2. Adjuger un contrat de service professionnel en évaluation de la dispersion atmosphérique à AECOM Consultant. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1. Modifier le contrat adjugé à Groupe Axino pour les travaux de réfection de la station Beaubien. 9.2. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel en architecture pour le bureau de projet infrastructure métro adjugé à GJB Architecte en consortium. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel en ingénierie pour le bureau de projet infrastructure métro adjugé à SNC Lavalin. Je les propose. Et j'appuie. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 12. 12.1. Renouveler l'entente de partenariat Duo Autobus avec Communauto pour 2015-2016. Je propose cet article. J'appuie. L'article 12.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour le développement des gestionnaires. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation pour les services professionnels pour la réalisation de divers mandats en ingénierie des matériaux. Je propose. Les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 14. 14.1. Approuver l'achat de placements médias web auprès de Touché PHD dans le cadre de la campagne promotionnelle de l'offre de Transport Québec sur les programmes d'abonnement de la STM. L'article 14.1 est adopté. Alors, ça met déjà fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du 7 octobre. Bon retour à la maison. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous. Merci.